Bien, je voudrais dire quelques mots sur ce que je suis, j'ai été ce que je suis. J'ai été un peu enseignant de physique, j'ai vendu de la physique jusqu'à la retraite. Je me suis occupé de sciences, d'enseignement des sciences de la maternelle à l'université, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, j'ai fait par exemple de la préparation de l'aviation. Je me suis occupé aussi, et je suis un peu connu pour m'être occupé de technologie, d'éducation technologique au primaire et au collège. Mais par ailleurs, je voudrais insister sur quelque chose, c'est que je me suis toujours intéressé un peu à l'ensemble des disciplines. Alors dans le laboratoire dont j'avais hérité, on a développé avec Alain Duret, qui est décédé malheureusement maintenant, la didactique de l'EPS et de la technologie des APS. C'était un peu le premier laboratoire où était posé de cette manière-là un certain nombre de questions sur l'éducation physique et sportive et sur les activités physiques, y compris d'un point de vue technologique un peu hard. J'ai toujours pour habitude de comparer ce qui se faisait en sciences techniques, appellation restrictive, un peu les sciences techniques de la matière, du vivant, de l'information, à ce qui se faisait en français, aussi en musique, parce que ça m'intéressait particulièrement, donc j'ai toujours essayé d'avoir une vue un peu externe pour voir, apprécier la validité des idées qu'on est amené à élaborer. Alors, sinon, je me suis occupé aussi de médiation hors système scolaire. On avait depuis le début un DEA, une option de DEA que j'avais fait appeler médiatique des sciences et techniques, c'est-à-dire la prise en compte de ce que deviennent les contenus et les formes de diffusion, de transmission, si vous voulez, d'appropriation, dépendantes de médias qui ne sont pas les formes scolaires. Et des caractéristiques des formes scolaires, c'est qu'elles sont prises dans ce qu'on peut appeler une forme curriculaire. La forme curriculaire est plus prégnante, plus forte que les formes de discipline. Si on est amené à parler de curriculum, si on a été amené, c'est particulièrement le cas dans les pays anglo-saxons, c'est qu'il peut y avoir des curriculums non disciplinaires. Et envisager cette possibilité, c'est quelque chose d'important pour penser les disciplines elles-mêmes. Personnellement, je suis très attaché aux disciplines. C'est difficile de faire de la préparation à l'agrégation si on dit que les disciplines ne vont pas. Vous comprenez qu'il y aurait une contradiction un peu trop forte pour s'y prévenir longtemps. Mais en même temps, une des questions qui se pose, c'est comment on fait quand il n'y a pas de discipline. Et si on parle de discipline, alors j'ai deux critères. Il y a des critères de construction disciplinaire, il y en a un autre qui est très fort aussi, c'est un critère sociologique, c'est-à-dire que les disciplines sont portées par des corps sociaux. Si vous appliquez cette définition à l'école primaire, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de discipline à l'école primaire, compte tenu du fait que les professeurs d'école ne sont pas en charge d'un domaine, d'une matière, comme ils n'ont pas à la représenter comme un enseignant du secondaire à représenter à l'extérieur, pas seulement dans l'école, une discipline. Sauf, ça on peut le discuter, peut-être que le professeur d'école doit être le spécialiste de la langue nationale écrite et orale à l'école, ça fait plus de la moitié de son horaire, et ça permet de définir le professeur d'école non pas comme un généraliste, ce qui est idiot, non pas comme celui qui maîtriserait toutes les prétendues disciplines d'école primaire, mais comme celui qui est effectivement spécialiste des enseignements et des apprentissages à ce niveau-là. Quand vous recrutez quelqu'un au niveau master, il faut définir comme spécialiste. Lui
ministère de l'Éducation nationale n'est pas capable de définir ses professeurs des écoles comme des spécialistes. Alors, ce spécialiste peut prendre en charge d'autres domaines d'instruction ou d'éducation, comme l'éducation physique ou comme l'histoire-géographie ou comme ça, et il ne le fait pas de la même façon que celle qui doit pouvoir exercer à propos de la langue nationale, il a des contrats. Donc vous voyez, il y a toute une série là, de questions qui sont revenues ou venues d'actualité. Le mot curriculum a très peu été utilisé en France. Pour l'enseignement primaire au XIXe siècle, celui qui s'en rapproche le plus, c'est la question des plans d'études. Et puis, bon, dans les lycées et collèges classiques, dans la vieille tradition des jésuites et des oratoriens, ben, il y avait les règles. Les premières règles ont été publiées en 1598. Donc il y a une très longue tradition des programmes sous forme de règles de l'enseignant de telle ou telle discipline. On vit dessus. La question des plans d'études sur l'école primaire a laissé aussi des traces et bon, ceux qui font encore vivre un esprit d'école primaire pensent encore à travers ce point. Alors moi, progressivement, j'ai affiché une orientation forte pour la didactique ou les didactiques du curriculum. Je l'avais fait en organisant avec Jacques Collomb, qui dirigeait le département didactique de l'Institut national de recherche pédagogique, un séminaire dans les années 80-90 qui était intitulé Didactique comparée et sociologie du curriculum. J'ai refait un autre séminaire national dans les années 2000 avec toujours Jacques Collomb, avec Dominique Rollin qui avait été le dernier secrétaire général du Conseil national des programmes, et puis Roger-François Gauthier qui est inspecteur général, qui est toujours de l'administration de l'éducation nationale, que j'avais beaucoup apprécié quand il avait été directeur adjoint des lycées et collèges, et où il avait eu aussi à s'occuper de programmes en même temps travaillait le Conseil national des programmes. Bon, et là, c'était la question des didactiques du curriculum, explicitement, qui était posée dans un espace francophone, puisqu'on avait des collègues belges, suisses, de temps en temps québécois, avec qui on correspondait dans ce signe. Donc voilà un peu ce que j'ai. Alors sinon, peut-être certains d'entre vous ont entendu mon nom sur la question des pratiques sociales de référence, qui est une idée que j'avais lancée en 82 dans ma thèse, pour essayer d'abord de sortir de la discussion uniquement en termes de savoir, alors que ces savoirs, et ce qu'on entend par savoir, est souvent très mal défini. Est-ce que c'est savoir-nom ou est-ce que c'est savoir-verbe qui est le terme qu'on emploie? C'est pas du tout la même chose. Savoir-verbe, ça devient intelligent. On commence à avoir des questions fortes, et c'est un peu ce qui a été utilisé tout à l'heure dans la présentation. Donc, sortir un peu des savoirs, se rendre compte que, alors ma position n'est pas qu'il y a des savoirs et puis un peu de pratique là qui permet de les particulariser, de spécifier, de dire dans quel contexte ça se passe. Et pour moi, les savoirs sont inclus dans les pratiques. C'est donc la position opposée. Ce n'est pas les savoirs qui sont contextualisés par des pratiques, c'est l'inverse. Il y a toujours des savoirs, c'est très difficile d'empêcher les hommes de penser, quoi qu'ils fassent. On a très bien vu des exemples de Photoplomb ce matin sur ce jeu permanent de construction intellectuelle et aussi de pratiques dans lesquelles le corps, le rapport aux autres est engagé. Voilà là un certain nombre de points. Alors, pour fixer l'idée curriculum, pour fixer un point de départ, mais ça ne sera pas le... j'en resterai pas là, j'aime bien rappeler la vieille définition qu'on trouvait dans le livre de Delancey, Introduction à la recherche en éducation. Alors, il n'a pas parlé de curriculum dans sa première édition, en tout cas dans la troisième, en 1970, il donnait la définition que vous avez projetée,
comme ça doit être un peu petit et que derrière on va pouvoir lire, je la lis, parce que c'est l'ensemble des actions planifiées à la lumière des principes éducatifs de base et des généralisations validées par l'expérience pratique. Il comprend la définition des objectifs de l'éducation et de la formation, les contenus d'apprentissage à réaliser, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, l'environnement humain et matériel, éducateur ou formateur, auxiliaire d'éducation, équipement, instruments et techniques, les structures et l'organisation du système d'éducation et de formation, les constructions scolaires, l'évaluation. C'est un peu de ça dont il a été question précédemment, même si la vision de Landser reste une vision très technocratique, le pilotage du système d'enseignement, c'est un peu d'ailleurs la vision de mon ami Roger-François Potier, que je ne partage pas. Mais c'est bon de partir de là parce que ça donne toute une série de directions dans lesquelles nous avons toujours des questions à nous poser. Quand nous voulons échapper un petit moment à l'enfermement dans sa propre discipline, quand nous voulons explorer des terrains sur lesquels on est un peu moins sûr de notre questionnement. Alors, peut-être je dirais un mot sur la conception des didactiques, la didactique que personnellement j'ai développée et qui a été un peu la ligne directrice dans le laboratoire. C'est une didactique qui est très liée à l'élaboration curriculaire, donc à la conception, au développement, à l'essai d'ordre technique, à l'évaluation de projets de type curriculaire. Ils peuvent être plus ou moins vastes, mais quand vous essayez de construire une éducation technologique au collège où vous faites quelque chose qui dure un semestre complet, c'est pas vraiment l'ingénierie pédagogique sur lesquelles on pose une question, avec lesquelles on permet de poser une question didactique et dans une démarche de type expérimental. C'est tout autre chose qui est en jeu, c'est plus de l'essai technique que de l'expérimentation scientifique, mais ça me paraît tout à fait fondamental parce que l'éducation ne veut pas rester le seul domaine où on croit pouvoir raisonner comme si le monde n'avait pas progressé dans tous les autres domaines d'activité humaine. Par exemple, on discutait du sport tout à l'heure, qui reste en recherche, le sport compétition qui m'intéresse peu d'ailleurs sur le fond, mais que je regarde ne serait pas ce qu'il est. Donc une question de recherche, d'essai d'ordre technique, et pas seulement la recherche pour comprendre, est tout à fait essentielle. Donc, c'est pas pour comprendre ce qui se passe, surtout qu'en didactique, on risque d'avoir toujours un peu une génération de retard, on cherche à comprendre ce qui se passe, alors qu'on a pensé ce que seront les générations qu'on peut avoir dans les mains maintenant, c'est-à-dire 30 ans en projection, 30 ans en avant. Il y a donc besoin d'une attitude, posture qui est proactive, c'est-à-dire qui s'intéresse à voir comment on peut changer les manières de faire et qui soit prospective, c'est-à-dire qui s'intéresse à ce qui risque de se passer si un certain nombre de changements sont effectivement mis en place et dénaturés, bien sûr, parce que quand vous mettez en place quelque chose, c'est jamais ce qui se passe, n'est jamais conforme à ce que vous avez pensé. Alors, la place, la définition que j'ai toujours utilisée de didactique, c'est pas donc une définition qui s'inscrit dans une conception d'études scientifiques en position extérieure de phénomènes caractérisés comme didactiques qui se passent sous nos yeux. C'est une vue dans laquelle je suis plutôt du côté de l'étude de la manière des types de décisions qu'on peut prendre pour des changements, donc liés à l'innovation, liés à la formation, et qui s'oppose à une recherche qui serait purement de production de connaissances. Je constate que la plupart des concepts en didactique ont été produits du côté des recherches qui visent à identifier les types de décisions, les types de conditions pour mettre en place une décision, que du côté
didactique des connaissances, où ils ont plutôt importé des concepts venus d'autres disciplines. Le dernier point un peu préliminaire, c'est que le curriculum, pour moi, est un concept assez abstrait. Ce n'est pas un objet qu'on manipule comme ça, à part peut-être ce qu'on peut appeler le curriculum prescrit. On a parlé de programme, c'est typiquement un document qui représente un curriculum prescrit. L'analyse de ce document, l'analyse des commentaires écrits et oraux vous permet de préciser. Et c'est le seul cas. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte d'abord que la prescription ne s'arrête pas là. Une grande partie de l'activité éducative est pilotée de manière auto-prescrite. Il y a toujours d'une part interprétation du prescrit, refus dans certains cas, et puis construction de ses propres manières d'envisager les choses. Donc l'autoprescription n'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène tout à fait constitutif. On le voit d'ailleurs très bien quand on change un programme. Pendant 2 ans, à peu près, enfin, dans les domaines que je connais assez bien, un tiers des enseignants sont très créatifs. Ils se l'approprient, ils le font fonctionner, puis après ils sont plus créatifs, et puis les autres, il faut attendre le prochain programme pour avoir une chance de changer les choses. Alors on pourrait faire mieux, mais ça veut dire que les questions d'obsolescence, le curriculum prescrit, les questions de refus, moi je ne dis pas résistance parce qu'il y a des refus qui peuvent être extrêmement intéressants. On peut témoigner d'un vrai problème dans le curriculum prescrit. Vous en avez dans les disciplines technologiques actuellement au lycée, et je crois que c'est plus que de la résistance, c'est un refus, légitime sanitaire, d'une certaine manière. Alors, ce qui, du point de vue recherche et du point de vue conception, élaboration curriculaire, sur lequel on est c'est un peu la question aujourd'hui, après les 2 exposés précédents, je dirais qu'une question qui m'a intéressé, c'est comment peut-on expliquer le passage du curriculum prescrit et largement prescrit au curriculum produit, ou plutôt on devrait toujours dire coproduit par les enseignants et les apprenants, par les éducateurs et les éduqués, par les entraîneurs et les entraînés. On ne peut pas l'expliquer directement passant du prescrit au produit. Alors pour moi c'est une production, avec des questions de temporalité. Il y a des aspects de production immédiate et il y a des aspects de production différés, ce qui reste. Et ça c'est tout à fait essentiel. Donc il y a une question là, de définition assez nette du moment sur lequel on pense les choses. Alors ce curriculum prédit, on ne le voit pas. On en a des traces, on en a des enregistrements, on en a mémorisé des impressions, mais de toute façon, il faut faire un travail d'inférence pour pouvoir reconstituer ce curriculum produit, ou ces curriculums produits. Donc c'est une opération qui est difficile. On peut le faire comme enseignant en partie, les chercheurs souvent voient d'autres choses, on peut mélanger les deux, en discuter, c'est une question tout à fait essentielle. Dans l'analyse de pratique, je pense que avoir à l'esprit ce type de questionnement curriculaire est tout à fait essentiel. Ce n'est pas toujours le cas, parce que les analyses de pratique ne sont pas forcément pilotées aussi du point de vue didactique, sont plutôt développées du point de vue pédagogique, mais les deux sont en jeu. Alors, il y a une troisième question qui est plus une question de chercheur, mais qui peut intéresser en formation, c'est qu'est-ce qui peut rendre compte du curriculum coproduit par rapport à ces différences, c'est inattendu qu'il y a toujours par rapport au curriculum auto-prescrit, pas prescrit et auto-prescrit.
Pour ça, il faut construire quelque chose qu'on peut appeler le curriculum potentiel. C'est-à-dire, moi j'ai toujours été frappé que les enseignants de sciences ne sont pas capables à un moment d'imaginer des choses très différentes de ce qu'ils font. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en sciences, c'est développé dans les années 1950 toute seule, par les enseignants la pratique de ce qu'ils appelaient les travaux pratiques courts. L'idée, c'est un peu idiot, si on a des sciences dites expérimentales, de séparer complètement un cours oral avec des exercices d'application et puis des séances de travaux pratiques. Pourquoi ne pas faire entrelarder dans une salle de travaux pratiques, des expérimentations, avec des éléments où il y a des synthèses, des mises en place d'un certain nombre d'idées. Ça s'est répandu, ça a été officialisé par l'inspection générale, mais c'est une création enseignante. Ça arrive, pas toujours. Quand ça arrive, il vaut mieux en tenir compte parce que ça a une force plus importante. Et ça explique pourquoi d'ailleurs les enseignants de sciences sont tellement révulsés par la situation actuelle où ils ne peuvent plus dédoubler des classes en travaux pratiques dans beaucoup d'endroits, au collège le plus souvent, mais même en lycée, depuis un rapport d'inspection générale des finances permettant de dire qu'ils voyaient très bien pourquoi il fallait dédoubler des classes de langue étrangère, mais qu'en sciences, vous ne voyez pas à quoi ça pouvait correspondre. Alors, ce curriculum potentiel, c'est un curriculum, c'est un modèle qui permet d'expliquer, qui peut essayer de rendre compte des choses. Dans tous les cas, ces types de curriculum, vous êtes obligé de les comparer à ce qu'on peut appeler un curriculum possible. Et ça doit être une constitution de quelqu'un qui est un peu chercheur, c'est-à-dire qui se pose la question, mais dans quel espace de possibilité on est en train de faire un programme, par exemple. Dans quel espace de possibilité ce curriculum se produit? Quel est le rapport entre ces deux espaces de possibilité? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on pense? Oui. Alors, c'est conçu par les chercheurs, mais il faut l'élaborer. Une des raisons pour lesquelles il y a peu de chercheurs qui se lancent dans la didactique du curriculum de différentes disciplines, c'est qu'ils redoutent la difficulté de cette construction, cette invention du curriculum possible. Alors, en sciences, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a sur les transparents, dans l'éducation scientifique, dans l'éducation technologique, les 50 dernières années ont, de mon point de vue, été marquées par deux courants dont le premier n'a pas disparu, mais dont le second prend peu à peu la place. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, enfin, je me suis préparé à être enseignant dans les années 60. Je me suis préparé à intervenir dans les années 70 comme formateur, comme chercheur, enseignant. La question, c'était de rénover. L'enseignement physique, par exemple, dans la partie physique, de physique et chimie, la structure des programmes datait de 1902. On avait rajouté quelques leçons que moi j'appelais un peu zoologique ou botanique, de physique moderne, sans lien avec le reste, sans réorganiser l'ensemble. La chimie, par contre, avait beaucoup évolué, ne serait-ce que parce que jusqu'à la guerre de 1939, on parlait de l'hypothèse atomique, prise avec des pincettes, pour passer à quand même une chimie rattachée aux structures atomiques et moléculaires, un peu dès la seconde. Donc la chimie avait énormément évolué, mais si vous prenez les programmes de 57, physique, c'était la même chose qu'en 1900. Donc la mise à jour avait un sens important en physique, mais a toujours un sens important en chimie, parce que la chimie évolue en permanence, pas de la même façon dans ces différents secteurs, mais il y a toujours des évolutions. Alors ça a été vrai pour l'école primaire, parce que les 100 choses étaient mortes de leur
pratiquée. Au collège, parce que, par exemple, il n'y avait pas de sciences physiques, il y avait les sciences, il y avait l'histoire naturelle, les sciences naturelles, qui, elle, a suivi des évolutions, par exemple en 68, une évolution assez forte. 68, c'est la discipline qui a proposé, je dirais, un curriculum sans programme. Sixième, vous aviez les vertébrés et les plantes à fleurs, point. Et cinquième, les invertébrés et les plantes sans fleurs. Ça a survécu parce qu'il y avait les attitudes, il y avait une mémoire de ce qui se faisait, donc on a un peu ajusté les enseignements 6e et 5e à ce qui se faisait avant. Ça aurait été fait en physique, c'était pas possible, puisqu'il n'y avait pas de sciences physiques dans les collèges, enfin dans les petites classes de lycée, dans les collèges classiques. Depuis 80, je pense que la question est très différente. Il ne s'agit pas de mettre à jour et de faire comme on fait beaucoup de biologistes, c'est-à-dire de courir après les derniers résultats de la recherche. En terminale, c'était effrayant. C'est d'essayer de construire une éducation et un enseignement scientifique au niveau du collège qui correspondent à l'état actuel de la recherche, des innovations dépendantes de la recherche scientifique, des dangers de la recherche, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des pratiques actuelles, qui sont des pratiques opaques. Quand vous allez dans un laboratoire, vous ne comprenez rien à ce qui se fait. De la même manière que les techniques actuelles sont capotées, vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc il faut les décortiquer pour pouvoir en rendre compte et comprendre ce qui se passe. Donc un problème de mise en correspondance. C'est pas dit par tout le monde, il y a toujours des gens qui cherchent à mettre à jour les savoirs. Mettre en correspondance, c'est s'interroger sur qu'est-ce que les activités qu'on propose, les savoirs qui sont construits, les compétences qui sont rencontrées, visées, exigées à certains moments, ont à voir avec ce qui se passe à l'extérieur, au moins pour comprendre ce qui se joue du point de vue scientifique et technologique. Alors, il en est résulté un certain nombre de modifications. Là, je voudrais reprendre, si j'ai un peu de temps, ce que j'ai appelé des défis curriculaires de conception et de mise en œuvre, pour montrer qu'il y a un certain nombre de questions dans l'esprit que je viens de dire qui portent au cœur des matières ou des disciplines. Dans un premier temps, la question a été d'inventer des activités d'éveil physico-technologique. C'est là-dessus que je suis rentré dans une partie de la recherche à l'Institut national de recherche pédagogique. Comment procéder? Comment procéder pour que ça puisse se développer? Alors à l'époque, l'innovation était une innovation contrôlée nationalement par l'Institut national de la recherche pédagogique, le ministère regardant ce qui se passait, s'informant, mais n'exerçant pas de pression forte, et par contre donnant un certain nombre de moyens, avec des inspecteurs, des professeurs d'école normale à l'époque, qui essayaient dans les classes un certain nombre d'activités nouvelles, assez différentes de ce qui se passait avec les leçons de choses. Il y avait un certain pilotage pour mettre en cohérence les choses. Personnellement, par exemple, quand je suis venu, beaucoup de choses avaient été faites du point de vue vivant, approche du vivant ou approche de la Terre. Et les collègues de formation biologique considéraient que le gros du travail était fait. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas pour des objets ou des phénomènes traditionnellement regardés du côté de la physique. Donc un certain nombre de questions ont été posées, c'est comment on va adapter ce qui était proposé, les activités dites d'éveil scientifique, à la physique, exploiter ce qui est possible en physique et pas en biologie, comme par exemple une expérimentation qui est possible facilement avec les circuits électriques, c'est plus difficile avec les animaux, finalement c'est pratiquement interdit. Donc diversifier et remettre en cohérence l'ensemble
pour que ça soit pas une multiplication de petits domaines à enseigner avec chacune ses manières de faire, ses objets spécifiques, etc., et que ce soit tout un ensemble qui corresponde à l'idée que vous avez encore dans les programmes aujourd'hui, où on commence par une découverte du monde au début, et on va progressivement vers sciences et technologies encore considérées comme non distinguées, et pas encore non plus sans problème de réintégration, tant qu'on est à l'école privée. Donc voilà un certain nombre de questions qui ont été posées à l'école. Deuxième type, alors avec l'exploration de thèmes, de modèles, on a couvert à peu près tout. C'est assez drôle de voir aujourd'hui que toute l'opération main à pâte qui date de 18 ans maintenant, de 96, n'a pratiquement rien apporté de nouveau par rapport à tout ce qui a été exploré à l'époque et qui avait été mis dans les programmes de 77 à 80. Programme un peu particulier parce que c'était des programmes qui s'adressaient plutôt aux formateurs, pas aux enseignants, ce qui fait que les enseignants n'ont jamais lu, et donc ils n'ont pas vraiment diffusé. Mais qui a été repris dans les programmes de 85, et puis après de 96, du point de vue scientifique, mais comme beaucoup d'autres domaines de l'école primaire, les programmes de 96 sont sans doute le texte le plus construit, le plus intelligent qui a été produit de tout le XXe siècle, et je dirais du début du XXIe siècle. En formation d'inspecteur primaire, enfin, premier degré, c'est un texte qui supporte 4 ou 5 lectures successives où chacun voit que tout reste cohérent, mais qu'il y a des points qu'il y avait encore à travailler. Voilà un certain nombre d'aspects. Je laisse de côté tous les appuis et les obstacles pour développer l'éducation scientifique là, à l'école primaire. Ce qui n'a pas marché, là, c'est le relais par le ministère. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire dire à André Legrand, quand il était responsable, directeur de l'école, que dans les programmes français qui étaient obligatoires, je le rappelais, mais c'est le seul moment où ça a été rappelé. Sinon, les injonctions apparaissent déconnectées les unes des autres. On vous parle du français, on vous parle des mathématiques. J'ai jamais vu d'enseignants, parents se mettre en grève si ce n'est pas le français et les mathématiques, mais pour le reste, c'est un peu la même. Un deuxième point, donc ça c'est un guide de formation qui résulte un peu de ces travaux-là, dans la première édition de 1995, qui ne correspond plus au programme actuel, donc qui est caduc, qui a pu servir. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'était une question qui a été posée parce que quand on a introduit au collège des sciences physiques en 6e et 5e, la commission qui a patronné ce changement important, alors on transformait la technologie qu'il y avait avant en sciences physiques. Il restait les travaux manuels éducatifs, enfin, c'est devenu éducation manuelle et technique, qui plus tard a été retransformé en technologie. Donc oui, au collège, les choses sont un peu compliquées. Si vous suivez uniquement les noms, vous ne comprenez rien aux évolutions. Donc dans la création des sciences physiques, on a dit qu'il faut qu'il y ait des réactions chimiques au niveau de la 5e. Problème, c'est comment on met de l'ordre dans les réactions chimiques. Les réactions chimiques, c'est quelque chose de fabuleux, parce qu'à partir de n'importe quoi, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel état, comme ça, vous pouvez produire n'importe quoi. Or, est-ce que la nature fait n'importe quoi à partir de n'importe quoi, ou y a-t-il des lois de la nature? À ce niveau-là, celui qui avait fait cette proposition et qui l'avait imposée, parce qu'il était doyen de l'inspection générale de sciences physiques, savait très bien ce qu'il fallait dire et comment s'y prendre. Mais c'était le seul. Alors moi, j'ai trouvé cette situation extrêmement intéressante du point de vue recherche. Les chimistes, mes collègues chimistes, étaient incapables parce qu'ils
disait n'importe quoi. Il pensait bien que c'était lié au concept d'éléments chimiques. L'élément chimique, si vous consultez les manuels de l'époque, et encore les manuels maintenant, on en parle moins, qui utilisent le concept d'éléments chimiques, vous constaterez même, avec de faibles connaissances, qu'ils disent n'importe quoi. Autrement dit, du point de vue de la recherche, de l'université, c'est un concept mort. Mais, si on veut répondre à cette question, qu'est-ce qui ne peut pas être fait quand on fait des réactions chimiques entre substances, ben c'est le concept de plus bas niveau qu'il faut construire. Seulement, c'est un concept qui ne fait pas partie des concepts dont on parle, des types de concepts dont on parle très souvent quand on vous forme sur les notions et les concepts. En règle générale, on vous parle de concepts qui sont tout à fait utiles et intéressants, mais qui sont des concepts déjà bien étudiés par Aristote dans sa logique, et qui sont les concepts de classement, des concepts qu'on peut qualifier de catégoriels. La notion d'élément chimique, c'est un concept relationnel, donc beaucoup plus abstrait, mais pas une abstraction terrible. L'idée, c'est que si on ne peut pas produire n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne change pas, mais qui n'est pas visible. Si c'était visible, on saurait. On trouverait assez facilement. Et bon, on appelle ça élément. On n'en sait pas beaucoup plus. Si vous avez un élément quelque part, il faut pouvoir le retrouver. Si ça paraît avoir échappé, ben, il faut chercher, je ne sais pas, ailleurs, dans l'atmosphère, dans une autre forme. Alors c'est une idée extrêmement féconde et qu'on retrouve très souvent en sciences. Ce que j'ai essayé de montrer, c'était que c'était possible à enseigner à l'école primaire. Les difficultés étaient avec les enseignants. Je fais pas mal de formations là-dessus. Avec les agrégés, au bout d'un quart d'heure, c'est commencé à m'insulter. Parce qu'ils découvraient que ce qu'ils avaient appris et le haut niveau de formation qu'ils avaient reçu ne les aidait pas pour construire le savoir qu'il y a à construire avec les élèves au niveau de la 5e. Alors, une fois qu'ils avaient été matés là-dessus, ils avaient compris qu'effectivement, ils allaient très vite, les certifiés, il fallait bien 1 heure. Et puis, bon, comme ils étaient un peu fatigués au bout d'1 heure, c'était moins vite la fonction. Et ils s'en tiraient. Il y en a qui réagissaient pas du tout, qui apprenaient, ils n'avaient aucune idée préconçue, c'était des PEGC de l'époque. Et ils disaient, ah, mais il y a quelque chose à faire, bon, on va rentrer dans l'affaire. Ceux qui ne sont jamais rentrés dans le jeu, c'est les formateurs d'enseignants. Alors là-dessus, après, on a changé, on a dit, ah ben, non, ça, élément chimique, bon, on n'y arrive pas, les enseignants n'y arrivent pas, donc on va passer à la structure, je dirais une vision structure de la matière, molécules et atomes, alors que le concept d'éléments chimiques et les réactions chimiques avaient été introduits parce que, sous le prétexte que étudier la structure de la matière, la structure atomique de la matière, c'était trop compliqué. Donc, vous voyez l'instabilité qu'on peut avoir quand des questions qui sont tout à fait fondamentales à un niveau d'enseignement ne sont pas clarifiées. Et les spécialistes de chimie n'ont absolument pas été là-dessus. Vous ne pouvez pas, ça leur était devenu étranger. Bon, moi j'ai pris mérite, j'étais physicien, donc par réputation de physicien, chez les physiciens, c'était pas grand-chose. Il y en a qu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu vas t'occuper de problèmes de chimie? Mais c'est quand même, je dirais, le fond d'une année scolaire, quoi, du chimie qui est en jeu. Un troisième exemple, alors ça c'est volontaire. Dans une visée prospective, dans les années 80, moi j'ai pris la responsabilité du labo, donc j'avais 2 raisons de lancer un programme du labo, c'est de reprendre la main sur le labo par rapport à l'ancien directeur, donc on avait bien introduit les échantillons, mais ça suffit pas. Il faut reconstruire un projet commun. Et je m'étais dit, on est dans l'enseignement, secondaire en particulier, on enseigne des tas de modèles, et on détruit l'année suivante ce qu'on a enseigné l'année précédente. Vous apprenez que, je ne sais pas moi, l'atome
c'est des électrons qui tournent autour d'un noyau, qui vous passez après à l'université en disant non, c'est idiot, ça c'est simpliste, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc comment faire que ce ne soit pas les modèles qui portent tout le savoir, que qu'on s'intéresse à ce qui est nécessaire, y compris dans la vie courante, pour comprendre beaucoup d'informations, qu'elles soient d'ordre géographique, qu'elles soient d'ordre économique, que vous avez à la télévision, où on emploie des modèles et où il y a très souvent, on fait comme si, le locuteur fait comme si les modèles c'était la réalité. Alors, en sciences, par exemple, très souvent, on vous dit, vous faites brûler une bougie au collège, et vous avez la même chose avec les étudiants de l'université, vous dites, qu'est-ce que vous observez? Décrivez ce que vous observez. Bah, ils décrivent des couleurs, ils décrivent une flamme, et puis l'enseignant est très mécontent, il dit, pourquoi vous n'avez pas parlé de molécules, d'ions qui sont recombinées? L'étudiant qui est sérieux, il doit répondre, mais je ne les ai pas vus. Je ne peux pas les décrire. C'est une interprétation. Et un des grands problèmes de l'enseignement d'ensemble des sciences, c'est justement de bien admettre que tout modèle est une interprétation sur des phénomènes et des constructions qu'on a déjà faites sur les phénomènes, c'est-à-dire des descriptions, mais aussi la connaissance de la manière dont on produit ces phénomènes. Et c'est des interprétations. Seulement quand vous grandissez, que ces modèles vous sont tellement familiers que vous ne pouvez plus concevoir qu'ils étaient hypothétiques, qu'il fallait les adapter, vous pouvez les ajuster, les bricoler pour pouvoir les adapter aux questions qu'on se pose. Pour vous, vous pensez avec et vous les projetez sur les phénomènes. Ça, c'est des questions qu'on a vues, par exemple, dans des travaux avec des entraîneurs en sport. Point de vue des mouvements. Ils projettent sur des mouvements qu'ils ont enregistrés, qui sont même qui repassent, des idées toutes faites, qui sont des modèles. Il y en a qui sont très bons, puis il y en a qui sont faux. C'est le risque. Donc la question, c'est comment apprendre à enseigner, à modéliser, et on peut le faire en réalité dès l'école primaire. Donc c'est tout un programme. Par exemple, à l'école primaire, vous pouvez très bien, il y a dans les programmes obligatoires qu'il faut apprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Alors sous cette forme-là, c'est faux. Enfin, ça n'a aucun sens, exactement. La Terre tourne autour du Soleil par rapport à ce qui est considéré comme fixe dans le ciel, c'est-à-dire les étoiles. Ça a un sens. Et ceci dit, pour le physicien, dire la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la Terre, c'est absolument en tant que description équivalent. La description qu'on peut faire à un enfant, c'est que le Soleil tourne autour de la Terre, parce que c'est ce qu'il voit par rapport à lui. Il ne s'est jamais mis dans la position où il sort du système solaire pour contempler le Soleil et la Terre et dire ah ben tiens, le Soleil a l'air à peu près fixe par rapport à tout ce qu'il y a derrière, et donc je dis que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ça, c'est une interprétation. Alors elle est admise, elle figure dans les programmes parce que, moi j'appelle ça une mythologie moderne dont on considère qu'elle doit être apprise par tout un chacun. Mais redonner le sens que ça, c'est-à-dire montrer que ça fonctionne comme un modèle. On peut pas, il n'y a pas d'incohérence interne. Il n'y a pas de défaut par rapport aux observations, c'est-à-dire si en admettant cette idée-là complète, eh bien on peut expliquer pourquoi on voit effectivement le Soleil tourner autour de la Terre. Et n'ayez crainte, vous pouvez garder l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre. Si vous vous réveillez le lendemain, c'est bien avec cette représentation, qui n'est pas vraiment qu'un petit modèle abstrait, on dirait, mais pas de l'eau, que vous aurez à vous comporter. Donc, l'idée, c'est bien distinguer les modèles. Alors, tout le travail, ça a été de produire, de déboucher, de synthétiser sur des schémas très simples, voilà, pour l'école et collèges, pour se poser des questions didactiques et pédagogiques, pour concevoir des activités avec les élèves, pour apprendre à modéliser. Par exemple, rendre ce que j'appelle, alors j'ai mis des gros mots exprès, hein, c'est
parce qu'autrement on n'est pas pris au sérieux avec l'information. Donc vous avez phénoménographie, phénoménotechnique, etc. Par exemple, il est important avec les élèves ou les étudiants de contrôler, ou en tout cas de s'assurer que les représentations initiales, le mode de description, la connaissance qu'on a des manières d'agir sur les phénomènes correspondent, sont les mêmes, sont à peu près identiques. Ce qui veut dire que ce n'est pas directement avec les objets et les phénomènes qu'on modélise, c'est avec des objets et des phénomènes, mais pour lesquels il y a déjà une connaissance, déjà un savoir construit, validé dans un certain contexte, mais qui va être remis en cause si on se pose d'autres questions, si on cherche à étendre le champ de validité. Et à ce moment-là, il est très important de savoir quelle est la tâche du problème qui implique modélisation. Parce que si vous donnez une tâche comme décrire, comme interprétation, il n'y a aucune raison de changer. Donc il y a tout un ensemble. Alors, pour des niveaux supérieurs, et en STAPS, il y a besoin de ces niveaux supérieurs, dans les formations en STAPS, bon, il faut réfléchir à d'autres aspects. D'une part, il y a la question des modèles et des concepts, que j'appelle ici les élaborations interprétatives. Il y a déjà des concepts avant dans le référent empirique, mais il y a tout ce qui se passe dans ce que j'essaie d'appeler la matrice cognitive, c'est-à-dire quels sont les bons objets intéressants. Tout à l'heure, on a parlé qu'est-ce qu'il faut enseigner comme objet. Qu'est-ce qui est considéré comme intéressant dans les différentes matières et disciplines? Qu'est-ce qui est considéré comme bonne connaissance de ces bons objets dans les matières et disciplines? Sous quelle forme ça fonctionne? Qu'est-ce que ça utilise comme manière, comme outil sémiotique depuis la langue orale, la langue écrite, les graphismes, les gestes, tout ce qui est disponible comme système sémiotique qui ont pu faire l'objet d'apprentissage en mathématiques, en français ou en IPS. Et puis quelles sont les ressources théoriques qui quelquefois sont utiles. Donc voilà. Alors, ça a un sens, je ne veux pas développer ça. Les usages de. Alors, moi, j'ai eu des usages pour construire des essais, des buts d'enseignement. Il y a des usages pour analyser des buts d'enseignement. Je les ai utilisés avec des collègues pour des analyses de programmes, c'est-à-dire le grand schéma. Qu'est-ce qui est pris en compte? Qu'est-ce qui est pris en compte? Dans quelle matrice cognitive ça fonctionne, votre programme de physique de seconde? Qu'est-ce qui est supposé? Et qui, pour l'enseignant, devient tellement naturel qu'il ne peut pas comprendre que les élèves puissent avoir des difficultés à s'inscrire dedans. C'est ça le problème. Qu'est-ce que, si on passe en seconde, on voit changer chez les élèves par rapport à ce qu'ils avaient en paradigme épistémique en troisième? C'est des questions qu'on pose rarement. On fait tout un peu aplati, on change les objets et les phénomènes, on change un peu les explications, et puis bon, c'est évident. Un quatrième objet, là, défi, c'était une reconfiguration de la technologie au collège. Alors c'est passé. C'est pour ça que j'en parle très librement, puisque l'actuel programme n'a plus rien à voir à ça. On a transformé la technologie collège qui avait été conçue en 1985 comme une discipline de réalisation technique. On l'a transformée en une discipline de connaissances intellectualistes et individualistes. Là, c'était de la réalisation collective. Là, c'est une reconfiguration interne qui aboutit à manipuler fortement la discipline elle-même, mais sans changer sa définition d'origine, de 85. Alors, bon, ça s'est fait d'une part dans un groupe technique disciplinaire à l'époque. Il y avait encore le Conseil national des programmes, et les rapports là ont été un peu difficiles, parce que le Conseil national des programmes, ils ont toujours tendance à considérer qu'en EPS on ne pense pas, en art plastique on ne pense pas, et puis en technologie on ne pense pas non plus. Donc, discussion
discussions peuvent être un peu rudes, surtout quand on se rend compte que c'est un physicien qui va s'occuper de l'UPS et qu'il est un peu plus malin que les questions qu'il pose. Mais c'est intéressant. La musique est toujours un peu hors de cause parce que c'est considéré comme un ornement. Donc pour faire culture supérieure au conseil des programmes, on parle musique et on laisse les musiciens faire ce qu'ils veulent. Alors, là-dessus, le message que j'aimerais donner, c'est que la technologie est une discipline comme le PS d'une certaine façon, mais qui est discutée assez régulièrement au niveau politique. Alors, politique, ce n'est pas seulement le ministère et puis la politique de politiciens. Quant à votre association, si jamais elle est consultée au niveau national, je dirais, elle ne reflète pas uniquement ce que pensent les enseignants, c'est pas non plus ce que pensent les didacticiens. Je dirais, on rentre dans un registre qu'on peut appeler un registre politique, dans lequel les concepts utilisés, les questions posées, la rationalité à l'œuvre est d'ordre politique. Il y a une rationalité politique et n'est pas celle de la rationalité éducative, didactique, n'est pas non plus celle de la rationalité, je qualifierais de stratégique, voire programmatique, qui est essentiellement d'ordre administratif quand on discute avec les cabinets des directions opérationnelles du ministère. Quelle raison, quand on a une discipline, je pense qu'il est bon de se poser la question, quelle raison aurait-on de la créer si elle n'existait pas? Autrement dit, quelle mission lui conférerait que ne recouvre aucune autre discipline ou aucune autre matière et sur laquelle il faudra qu'elle s'engage? Alors, aucun politique ne posera vraiment la question comme ça, ça apparaît de manière critique, il dit mais ça c'est pas intéressant, ou ça je vois pas pourquoi on donnerait du temps pour ça, ou bien... Mais si on veut apporter une réponse, il faut expliciter cette question sur un plan politique et donner des éléments de réponse. Alors c'est ce que j'avais fait parce que c'était moi qu'on envoyait là, un peu en kamikaze dans ce genre de discussion au cabinet. Et j'ai dit, si on avait, ça existe, comme on ne va pas tuer tous les enseignants, on sait qu'il va y avoir quelque chose encore après, mais si on avait à la créer, voilà les 4 missions qui pourraient être confiées à cette discipline. Une mission d'appui au processus d'orientation scolaire et professionnelle au niveau collège, puisque c'est la discipline du collège. Fondamentale, parce que les élèves n'ont aucune idée de la nature technique et des environnements techniques du travail aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce que font les parents quand ils ne sont pas au chômage. Là-dessus. On est très loin de la situation qu'il y avait encore en 1950 où les élèves, la majorité des élèves travaillaient, il y avait quand même des ruraux en nombre très grand, ils travaillaient à la maison, on les aidait, c'est plus le cas. Donc c'est une mission pour moi absolument fondamentale. Elle n'apparaît jamais en premier lieu si un député parle, un ministre ou comme ça, mais la mettre en premier lieu, c'est obliger à une réflexion sur l'ensemble du système scolaire, donc curriculum global, et pas seulement en disant ben, on va essayer de négocier la petite niche là où on va mettre ce qui nous intéresse, nous, du point de vue technologique. Deuxièmement, se rendre compte que dans un pays comme la France, il n'y a pas 1 km² d'un seul tenant qui n'ait pas été transformé par les techniques humaines. Donc découvrir le monde, c'est aussi poser des questions d'ordre technologique sur le monde actuel. On peut admettre que dans certaines parties du Sahara ou de l'Arctique, il y a des parties où, comme disaient certains autrefois, la Amazone n'a pas encore été clés. C'est de plus en plus rare. Donc, connaissance du monde technicisé, transformé par la technique, et se transformant par la technique, c'est ça. Après, il y a une question qui était devenue cruciale, qui était arrivée en 85. 85, au début, on ne parlait pas d'informatique. Puis, aux 2 ans
de commission, on a dit « Ah, mais il faut aussi que vous intégriez un programme d'initiation à l'informatique ». Ce n'étaient pas les conditions les plus favorables. Donc la question, c'est appropriation des techniques d'information au niveau du collège. Puisque le ministère de l'Éducation, depuis une grosse génération, une longue génération, a pour principe que l'informatique doit être partout, utilisée par tout le monde, mais apprise nulle part. C'est pas grave au primaire, parce qu'il y a des enseignants qui peuvent le prendre en charge, mais c'est quand même assez gravissime au collège. Où vont-ils apprendre, coordonner l'ensemble, structurer? Alors nous, ça nous intéressait du point de vue technologique. Et là, personnellement, j'ai été offensif. Et il y a eu des réactions en sens inverse. On dit, mais pourquoi c'est pas les mathématiciens? Parce que les mathématiciens, ils s'intéresseront aux algorithmes. Et pourquoi c'est pas les documentalistes? Parce que les documentalistes, ils ont une vision d'un certain type d'utilisation de l'informatique. Nous, ce que nous voulons faire, c'est quelque chose où on a une technique qui pénètre toutes les autres techniques, et si on construit une technologie de l'information qui est la même définition que la technologie tout court, quels que soient les champs techniques, on a quelque chose qui est effectivement transversal d'une certaine façon, mais en un sens beaucoup plus fort, et donc tout à fait essentiel. Bon, ça a gagné pendant un certain temps. Ce qu'on peut certifier, c'est qu'actuellement les B2I collèges sont faits à 90% grâce au renseignement technologique, alors qu'ils n'ont plus à le faire maintenant. Et puis, dernier point, et ça découlait à l'époque du rapport Legrand pour l'ensemble des collèges, qui demandait, et il proposait la technologie pour ça, qu'on sorte des disciplines intellectualistes ou des disciplines individualistes pour une pédagogie de la réalisation collective. Il y a un autre champ où on puisse mettre en place une pédagogie de la réalisation collective. Vous voyez que sur le plan politique, ça contraint un certain nombre de choses. Alors après, il y a un plan stratégique en dessous ou au-dessus, je ne sais pas, dans lequel il y a un certain nombre de décisions à prendre. Quelles sont les références, pratiques de référence, les références curriculaires, là, on va prendre et qui nous donnent des idées, parce qu'on ne peut pas faire toutes les techniques. Ça n'a aucun sens, c'est le problème des APSA. Comment en choisir qui permettent de construire l'affaire, qui sont un peu des fournisses, je dirais, des points de repère, tout en laissant ouvert. C'est-à-dire que si quelqu'un est intéressé par d'autres, il n'y a pas de raison qu'il se censure là-dessus s'il est capable de montrer quelque chose. Quels sont les types d'activités qu'on privilégie? Comment elles sont pilotées? Quels sont les outillages et les équipements? Quels sont, comment se situe-t-on par rapport au langage technique, du système symbolique? Faut-il un apprentissage a priori, un apprentissage en cours de route, pas d'apprentissage du tout, qui était plutôt l'option qu'on avait prise, parce que c'est une technologie pour tous. Bon, comment la technologie va devenir matière scolaire au niveau du collège? Alors, il y avait des enseignants, c'était déjà ça, mais il fallait qu'il y ait une identité de la discipline. L'identité, ce n'est pas ce que chacun proclame, c'est ce qu'il est par rapport aux autres. La discipline est par rapport à tout. Là, il fallait sortir parce que la technologie a toujours été pensée par rapport à la physique. Mais il n'y a pas de raison. Tant à s'appeler l'EPS ou l'histoire-géographie. Ça, c'est un certain nombre de questions stratégiques tout à fait fondamentales. À partir de là, il y a tout un ensemble d'élaborations qui peuvent être faites avec des enjeux didactiques forts. Est-ce qu'il y a unité de la discipline? Par exemple, si vous proposez des types d'activités assez différents, comment vous remettez en cohérence pour pouvoir justifier une diversité? C'est une question qui a été posée tout à l'heure. Parce que pour la sécurité des enseignants, par rapport à eux-mêmes et par rapport à leurs collègues, il me semble que ce soit important dans ce cas-là. Comment construire une progressivité d'une année sur l'autre? Quels sont les principes? Avant, la discipline n'avait pas de principe de progressivité. Ce qu'il
fait qu'on trouvait en sixième ce qui avait été plutôt pensé pour être mis en troisième au bout de 3 ans. C'est des questions tout à fait fondamentales. Les questions de flexibilité. Alors ça a été abordé tout à l'heure. Moi qui viens d'une discipline scientifique, je me méfie toujours quand on commence à adapter un curriculum aux élèves, très rapidement, c'est plus du tout le même curriculum. C'est pas les mêmes savoirs qu'il faut manipuler, c'est pas les mêmes exigences. Pas les mêmes exigences qu'on a, ça c'est évident, mais du coup, c'est pas les mêmes savoirs, c'est pas exactement les mêmes phénomènes manipulés de la même façon. Donc, on n'est plus dans la même discipline. Est-ce qu'il y a des moyens, c'est possible, semble-t-il, du point de vue quand c'est des activités collectives, de pouvoir avoir une flexibilité du curriculum, c'est-à-dire un ajustement des activités, des progressions, de la place des temporalités d'évaluation, pour que chacun puisse en retirer à peu près la même chose, même s'il n'a pas fait exactement la même chose dans tous les cas. Alors sur la technologie, c'est possible, mais encore, il faut pouvoir, faut-il le montrer. Voilà. Alors ça a été fait de la même manière, il y a un guide qui avait été fait, puis il y a eu un certain nombre de recherches là-dessus. Voilà, alors on pourrait continuer par quelque chose qui fait sortir des disciplines qui est l'éducation au développement durable. Je vais dépasser très nettement le temps. Ce que je voulais vous montrer, c'est deux questions qui apparaissent comme très petites. Hein, l'histoire de l'élément chimique, bon, pour vous, ça vous fait du chaud ou froid. En réalité, ce qui peut être en jeu, c'est tout l'équilibre et la cohérence d'un palier d'enseignement de chimie. Pour la première fois, on s'occupe de réactions chimiques et qui peut marcher ou ne pas marcher. Ça n'a pas marché dans les faits. On savait faire, voilà. Certains savaient faire. Ça n'a pas marché dans les faits, ça a été fait, rangé dans les placards. On est sur la structure de la matière, ça marche pas mieux, mais bon, on commence à trouver d'autres solutions, ça reste. La modélisation, c'est tout un ensemble qui peut parcourir tout le cursus des sciences et des techniques de la matière, du mouvement, l'information, c'est-à-dire une part très importante. Et puis la technologie, c'est carrément une discipline. Comment on joue dessus? Tout le montage technologique, j'insiste là-dessus, le remontage a été fait en oubliant d'une certaine façon que c'est une discipline, en remontant tout. Et puis on savait bien que c'était une discipline à la fin, puisqu'il y avait un corps d'enseignants. Voilà, merci de votre attention.